Je m'appelle Jocelyn Rode, je suis enseignant-chercheur à l'École des hautes études en santé publique. Je travaille depuis plusieurs années maintenant sur les maladies infectieuses, en particulier la manière dont les populations réagissent aux épidémies. J'ai, je crois, un parcours assez original dans le domaine de la recherche. Donc, tout d'abord, je suis guadeloupéen, même si ça ne se voit pas. Donc j'ai passé une grande partie de mon enfance en Guadeloupe avant de retourner en métropole. J'ai fait un doctorat en sciences humaines à l'École des hautes études de sciences sociales de Paris, où j'ai rencontré une personnalité scientifique assez formidable en termes à la fois humains et scientifiques, qui est Claude Fischler, avec lequel j'ai travaillé sur les crises sanitaires dans l'alimentation, et qui m'avait ensuite ouvert sur finalement les phénomènes épidémiques, comment comprendre les phénomènes épidémiques, quels sont leurs impacts sur les populations, comment les populations comprennent, quel sens elles donnent à ces phénomènes-là. Je suis ensuite parti pour un post-doctorat à Londres, à la London School of Economics, où je voulais d'abord travailler sur les questions alimentaires, et en fait j'ai été d'une certaine manière rejoint par l'actualité, puisque d'anciens collègues m'ont contacté en me disant il faut que tu viennes avec nous, puisqu'il y a une épidémie très importante d'une maladie dont j'avais jamais entendu parler à l'époque, qui s'appelle le chikungunya, et qui frappait très fortement l'île de la Réunion, où j'ai passé plusieurs mois sur le terrain en fait, à étudier, à comprendre la réaction, les croyances, les perceptions des populations par rapport à ce phénomène épidémique nouveau qui était mal connu à l'époque. Alors on a observé des choses assez paradoxales. Alors d'abord, il faut savoir qu'il y avait très peu de connaissances sur la manière dont les populations réagissent aux phénomènes épidémiques. On avait quelques études qui étaient en fait une sorte de photo. Donc c'est des études qu'on appelle études transversales, donc qui regardent ce qui se passe à un moment donné en situation épidémique. Donc on va faire des enquêtes où on interroge les gens sur leurs représentations, leurs croyances, leurs pratiques de prévention, notamment par rapport à la maladie. Mais on ne savait pas quel était d'une certaine manière le film, c'est-à-dire comment ces représentations, ces pratiques évoluaient au cours du temps. Et donc c'est ça qu'a apporté notre recherche, c'était d'essayer de comprendre dans la durée, avec cette dimension temporelle, comment les comportements de nos concitoyens évoluaient dans une situation d'épidémie. Nos résultats sont intéressés surtout aux aspects écologiques en fait, des crises sanitaires, des épidémies. Il y a deux variables principales qui nous intéressaient. La première variable, c'est la variable spatiale ou géographique, c'est-à-dire on voulait savoir dans quelle mesure la proximité du risque infectieux, c'est-à-dire le fait qu'on se trouvait proche des épicentres des épidémies, là où les épidémies émergent, parce que les épidémies finissent toujours par émerger quelque part, donc ça peut être une ville, un village, un département particulier. Est-ce que la proximité par rapport à ce risque fait qu'on réagit davantage que si on est éloigné par rapport à ce risque et que finalement on modifie davantage son comportement, on fait davantage attention lorsqu'on est proche de cas de cette maladie? Et en fait, nos résultats ont montré des choses assez paradoxales, qui est que c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé du tout que les gens qui étaient le plus proches de l'épidémie, en termes de proximité géographique, étaient ceux qui réagissaient le plus. C'est plutôt les gens qui sont à l'extérieur, qui sont un peu éloignés des épidémies, qui sont ceux qui se protègent le plus. Et notre explication, c'était que lorsqu'on se trouve face à une épidémie, très rapidement, il y a des phénomènes d'accoutumance, d'accommodation par rapport à ces risques infectieux. La présence de la maladie dans notre environnement familial, notamment, fait que finalement, on a tendance à, pas forcément le minimiser, mais à se familiariser avec et à être moins inquiet et peut-être plus fataliste aussi par rapport à cette transmission virale dans les réseaux sociaux, par exemple. Alors souvent, ce qu'on peut faire, et qui est probablement contre-intuitif, c'est qu'on va essayer de lancer des grandes campagnes d'information, de prévention ou d'éducation au tout début d'épidémie. Et c'est peut-être pas le meilleur moment pour mettre en place ces grandes campagnes. Pourquoi? Parce qu'en fait, les changements spontanés dans les comportements de prévention sont maximaux au début des épidémies. Donc peut-être qu'évidemment, il faut informer les gens, il faut faire de l'éducation, mais peut-être qu'il faut davantage lisser l'effort et l'accentuer au moment où l'épidémie va prendre son essor dans la population pour en limiter la propagation. Et ça, c'est quelque chose qui est encore pas vraiment réfléchi ou fait, en tout cas, ou pas de manière volontaire, et qui demande, à mon avis, qu'on suit une piste importante de réflexion pour programmer l'effort de prévention à l'avenir. Ce prix pour moi était vraiment une heureuse surprise. Je suis vraiment très heureux qu'on puisse mettre en évidence en fait un certain nombre de travaux qui sont moins spectaculaires que des recherches qui considéraient par exemple le champ médical, on va mettre au point des nouveaux vaccins ou de nouveaux modes de dépistage. L'action humanitaire ou l'action sociale sont beaucoup moins spectaculaires, beaucoup invisibles, mais parfois elles sont au moins aussi importantes que ce progrès médical, parce qu'elles permettent en fait d'adapter des réponses à des spécificités culturelles, sociales des populations qui sont concernées, qui sont les premières concernées en fait par ces épidémies et ces maladies.